Donc on m'a donné la lourde tâche d'essayer de réfléchir à des termes qui sont souvent employés les uns pour les autres, à la fois le terme de stratégie et le terme de projet, qui sont souvent utilisés l'un à la place de l'autre. Et par ailleurs, on a rajouté, comme vous venez de le dire, le terme de métropolitain. Par exemple, dans notre recherche sur Grenoble, pendant longtemps, on a parlé d'urbain ou de ville. Et pour finir, on nous a obligés à parler de métropolitain et de nous saisir de cette question. Donc, je vais commencer... alors, il faut que... Je vais commencer mon intervention en insistant effectivement sur le fait que stratégie et projet sont deux notions voisines et que dans les recherches que j'ai pu parcourir, je ne les ai pas lues dans leur globalité, qui traitaient soit de la régulation territoriale, soit des stratégies de développement durable, ce ne sont pas les mêmes personnes qui utilisent le terme projet métropolitain et projet urbain et ceux qui utilisent plutôt le terme stratégie et projet urbain. Alors, stratégie et projet sont deux notions voisines et je dirais qu'elles ont une double dimension. Et c'est une première dimension qu'on a toujours tendance à oublier, c'est la dimension rétrospective. Construire un projet ou construire une stratégie, c'est la capacité à lire un territoire, à en relever les potentialités, à identifier les contraintes qui pèsent sur lui. Et ça, c'est une dimension du projet aussi importante que celle sur laquelle on a beaucoup parlé, dont on a beaucoup parlé ce matin, qui est celle de l'anticipation, donc d'imaginer des futurs possibles, notamment à travers les méthodes de scénario. Donc cette double dimension caractérise à la fois la stratégie et le projet. Et souvent, quand on fait une distinction entre les deux, on parle plutôt de la stratégie comme étant une stratégie globale et le projet comme relevant plutôt du particulier. Donc, je vais construire mon exposé en 3 temps. Natacha, on l'a construit ensemble. Donc, on va d'abord parler du projet métropolitain en regardant comment dans certaines recherches, le projet métropolitain, c'est quand même le projet métropolitain, c'est quand même arrivé à un moment donné, on a parlé de la loi sur les métropoles, donc ça renvoie quand même plutôt à une vision de sciences politiques ou une vision institutionnelle de la question de la métropole. Et donc, je parlerai du projet métropolitain renvoyé aux approches en termes de régulation et comment on pose la question du projet métropolitain par rapport à celle des projets urbains. Je parlerai plutôt, dans un deuxième temps, de stratégie et projet en essayant de montrer comment ces deux outils sont des outils qui sont menés de manière conjointe dans ce qu'on peut appeler un processus stratégique. Et puis, Natacha terminera sur la manière dont le projet opérationnel, le projet tangible, dont parle une chercheuse bordelaise, je trouve que c'est un terme très bien choisi, est un moyen privilégié de mise en œuvre d'une stratégie globale. Donc, premier point, il ne faut pas oublier, le projet métropolitain. Donc, un certain nombre de recherches sur Grenoble, sur Bordeaux, sur Nantes, par exemple, pour en citer quelques-unes, posent la question de la régulation territoriale et parlent de la régulation comme une activité visant à assurer le fonctionnement harmonieux et stable d'un système. Donc, le système préexiste, il s'agit de le réguler, de le faire fonctionner le plus harmonieusement possible. Et donc, on insiste sur le fait que, et ça c'est quand même le propre des approches de sciences politiques ou des approches juridiques, que c'est une activité d'administration qui consiste à dicter des normes et les faire appliquer, et qu'en plus de cette activité courante d'administration, il y a une activité plutôt symbolique qui vise à créer les conditions d'un consensus. Et c'est sur ce point qu'ont insisté beaucoup de recherches POPSU. Il faut que j'arrive à coordonner les deux, excusez-moi. Si on regarde ce qui est dit sur Bordeaux, par exemple, la recherche qui a été menée sur Bordeaux, notamment la partie qui a été conduite par Lise Monroe, il y a une hypothèse qui est que les projets opérationnels, ceux dont on peut décrire le périmètre, s'ils sont fondés sur un partenariat, une collaboration, une coopération de différents acteurs métropolitains, ne sont pas véritablement métropolitains. Ce qui est une hypothèse un peu curieuse, parce que bien qu'ils soient, ils impliquent plusieurs communes, plusieurs types d'acteurs, ça ne leur donne pas un caractère métropolitain.
pour qu'un projet devienne métropolitain, c'est ça l'objet du projet métropolitain, il faudrait qu'on soit en mesure de construire un récit qui donne sens aux différents projets urbains, opérationnels, qui portent sur un même territoire. Et donc, on voit bien le fait qu'un certain nombre de responsables d'intercommunalité ont posé la question de la fabrication d'un projet métropolitain à travers différents outils qu'on trouve à Bordeaux, mais qu'on trouve aussi à Grenoble. Ça a été analysé par une collègue, Sophie Nouargan, où il y a un travail qui est fait quand même soit conjointement, soit a posteriori, mais de manière relativement séparée, de construction d'un récit métropolitain. Et récit, c'est une nouvelle façon de parler de ce les hommes de sciences politiques appelaient il y a quelques années le référentiel. Ça apparaît plus neutre, mais la liaison entre les deux est la même. Alors si on regarde un tout petit peu cette façon de penser la question du projet métropolitain, du rapport entre le projet métropolitain et les projets opérationnels ou les projets tangibles, c'est comme ça que Lise Monroe parle des projets qui ont un périmètre circonscrit, on voit bien que en fait, les projets en tant que tels ne produisent pas du sens. Ils ne produisent du sens que s'ils sont référés à un récit qui est un récit global et s'ils sont référés à un certain nombre de valeurs, d'objectifs qui donnent sens en fait aux projets qui, d'une certaine manière, ne seraient pas en mesure de parler eux-mêmes, alors qu'on peut faire l'hypothèse contraire, c'est-à-dire qu'à la fois la stratégie globale et le projet particulier relèvent en fait de la production d'un sens. Donc, si je caricature un tout petit peu, et je vous prie de m'en excuser, mais c'est pour faire avancer le raisonnement, il me semble que cette vision reste une vision relativement hiérarchique, qui place le politique au cœur, au centre d'un processus d'action. On parle par exemple de la nécessité d'un leadership politique pour que le projet métropolitain puisse avancer. C'est une des conditions du projet métropolitain. Et que ce projet métropolitain, ce récit métropolitain, les termes sont un peu employés l'un à la place de l'autre, se décline dans un deuxième temps en une série de projets urbains de manière relativement descendante. Donc d'un côté le politique, d'un côté le technique, d'un côté les valeurs, d'un côté l'instrumentation technique des valeurs. Et ça ne va pas vous étonner, j'ai toujours écrit des choses là-dessus, je n'ai jamais été totalement partisan de cette vision hiérarchique, des rapports de pouvoir, de cette vision aussi qui place le politique au centre d'un processus d'action, d'un processus stratégique ou d'un processus de projet. Si on met quelque peu en doute cette conception des choses, on peut imaginer que projets et stratégies qui interviennent à différentes échelles territoriales interviennent plutôt dans une relation d'interaction. Alors de ce point de vue-là, je trouve intéressant de regarder ce qu'ont fait les chercheurs de Nantes, autour de notamment Laurent Devim, mais il y en avait d'autres, qui, par exemple, dans un contexte politique quand même marqué par une forte intégration métropolitaine, une communauté urbaine qui existe depuis longtemps, par une certaine centralisation du pouvoir autour de l'ancien maire de Nantes qui exerçait de multiples responsabilités. On n'est pas dans un système où on a un maire d'une commune périphérique qui est président de l'agglomération. On a un système relativement intégré. Je trouve que l'avantage de cette recherche, c'est de montrer qu'il y a toute une série de tables de travail, de tables de négociation. Je veux dire que je préfère le terme de table, qui est un terme italien, celui d'arène qu'utilisent les gens de sciences politiques en France, parce que je pense qu'il vaut mieux manger pour négocier qu'engager la guerre. Et donc, mais c'est étonnant, la différence de vocabulaire dans deux pays qui sont deux pays relativement voisins. Et donc, ce travail met en lumière, y compris dans un système centralisé et relativement cohérent du point de vue institutionnel, la nécessité de toute une série d'arrière-boutiques, de workshops, d'ateliers, de réunions, de revues de projets, différents termes sont employés pour que les acteurs réussissent à se mettre d'accord et employer les mêmes mots pour parler des mêmes choses.
Donc ce que montre ce travail, il parle de micro-régulation à côté de la régulation institutionnelle, c'est la nécessité pour créer des acteurs d'avoir un processus qui est un processus lent, qui est un processus qui traverse les échelles et qui est un processus qui n'est jamais fini quelque part. C'est pour ça qu'on peut avoir construit une stratégie et être d'accord sur un nombre de choses, mais quand on va passer au projet, il faudra rediscuter de ce dont on est d'accord, et quand on va retourner à la stratégie, il faudra recommencer la discussion. Voilà, donc ça c'était un certain nombre de moyens de parler de la stratégie. Alors si j'essaye de penser ce que c'est qu'une stratégie, en m'appuyant notamment sur les travaux qui portent sur la planification, soit ceux qui émanent du management avec la planification stratégique, soit les travaux plus urbanistiques qui ont été conduits plutôt dans les pays anglo-saxons ou les pays d'Europe du Sud. Il me semble qu'une stratégie, c'est d'abord un processus qui passe par différentes étapes, qui est en boucle dans différentes étapes. C'est une pluralité d'acteurs et c'est une association des différents outils qu'on a l'habitude d'utiliser jusqu'à aujourd'hui, que sont le plan, le projet ou différents autres outils. On a en France, par exemple, l'habitude de dire on a été dans la planification traditionnelle, puis la planification stratégique. Ce que montrent les différentes expériences, c'est que on est plutôt dans des systèmes qui sont des systèmes où on doit mobiliser un grand nombre d'outils. Si on regarde, par exemple, les travaux qui sont des travaux assez connus de Pat Seeley ou de Louis Albrecht, je ne vais pas vous lire les définitions, ce serait un peu fastidieux, mais on voit apparaître un certain nombre de termes collectifs, vision, dont on a parlé ce matin, priorité, processus, et ce qui fait aussi la caractéristique peut-être de la planification stratégique quand elle acquiert un caractère spatial, c'est donner forme et sens à un lieu. Donc si j'essaye de revenir sur 3 points, le plus rapidement possible d'un point de vue théorique, un petit peu, une stratégie, c'est un processus d'action collective qui implique des acteurs et qui recherche du consensus. Je pense que ça renvoie au débat qu'on a eu ce matin, parce qu'il me semble que poser le principe que la société civile locale a une capacité d'organisation, poser le principe que la participation, c'est un but et pas un moyen pour atteindre un objectif qui est prédéfini. C'est le moyen, par exemple à Grenoble, ce serait le moyen qu'on ne parle pas toujours du pôle de compétitivité, des clusters, mais qu'on parle aussi d'autres choses. Et les expériences stratégiques menées dans d'autres pays montrent que cette capacité à aller chercher des acteurs, des communautés, des groupes de personnes qui ne sont pas parmi ceux qui font partie de l'élite politique, économique et sociale est un enjeu tout à fait déterminant et sans doute un facteur d'innovation. On a parlé, deuxième point, l'élaboration d'une vision. J'insiste sur le fait que pour un urbaniste comme moi, une vision, c'est le moment où un objectif ou un certain nombre de propositions rencontrent le territoire. C'est pour ça que j'ai mis 2 cartes sur cette diapositive, pour montrer que ça peut se traduire par des images qui sont des images qui font comprendre qu'un objectif, par exemple dans le premier cas, de développement d'une organisation polycentrique autour d'un réseau de RER, ça peut se représenter de manière assez simple et assez efficace, et on peut en discuter facilement. Et donc, la mise en œuvre, donc c'est la combinaison de différents outils, et donc c'est à la fois le plan, document de prévision classique, le projet, document plus opérationnel, c'est aussi le programme, document qui est capable de fixer des priorités en matière économique, le projet dessiné, c'est aussi le règlement et les accords contractuels, et par exemple les expériences de planification stratégique dans les pays du Sud insistent beaucoup sur le fait que la stratégie doit déboucher sur un pacte ou sur une charte. Alors, pour illustrer ce propos, j'ai 2 exemples. L'exemple de Grenoble sur lequel nous avons travaillé est celui de Turin, que je trouve assez, de mon point de vue, assez intéressant. C'est un peu le modèle italien, le paradigme de la planification stratégique sur lequel tous les chercheurs italiens ont travaillé. Le processus d'action collective, ça suppose des dispositifs excessivement précis, excessivement travaillés, et ça suppose aussi, à Turin en tout cas, c'est le choix qui a été fait, que le pouvoir politique se mette en retrait et qui délègue un certain nombre de fonctions d'animation à des structures qui sont plutôt des structures neutres. Ça, c'est le choix qui a été fait à Turin. Il y a d'autres villes où les choix sont différents, mais c'est en tout cas le choix qui a été fait.
l'image qui est employée, c'est par une animatrice de l'association qui s'appelle Torino Strategica, c'est l'image du gâteau, comme si le plan stratégique était un gâteau qu'on fabrique en commun. Sur la vision, il manque une image, c'est dommage, parce que en fait, cette image dit Turin, faire système. L'objectif de la planification stratégique, de la stratégie, c'est faire système, c'est créer des relations. Donc c'est bien l'idée que le système n'existe pas a priori, et que le rôle de la stratégie, c'est non seulement d'élaborer une vision, mais de se débrouiller pour créer le minimum d'interrelations pour qu'on fasse système. Vous avez un discours du maire de Turin, aujourd'hui président de la région, qui parle en fait de la transition entre une ville de la production matérielle à une ville centre de la création, de la diffusion de la connaissance. Donc on est dans le débat de ce matin, mais ce que je trouve intéressant dans la partie qui est en bas, c'est toutes les actions qu'on peut mobiliser, qui vont de la recherche technologique. C'est écrit en italien. C'est écrit en italien, Gilles. La mobilité, la mécatronique, la qualité de la vie, mais aussi la bouffe, la cuisine, et le salon du goût est devenu à Turin une des actions principales du plan stratégique. Alors que Turin était une ville technologique, le Polytechnique, on peut faire de grands parallèles avec Grenoble. Et donc les différents outils de mise en œuvre, je vous les ai représentés de cette manière-là pour montrer que ça relève à la fois du plan d'urbanisme très classique, presque du plan masse, en bas à droite, et ça relève de schémas qui sont des schémas stratégiques relativement complexes. Voilà. Alors, je pense qu'on va arriver à tenir le temps. Si on regarde Grenoble, à Grenoble, on a un modèle moins intégré, plus incrémental. Il n'y a aucun jugement de valeur de notre part. Mais ce qu'on a pu faire quand on a travaillé longuement sur Grenoble, notamment sur l'émergence d'une stratégie de développement durable, c'est que c'est quelque chose qui s'est constitué petit à petit, à la fois à travers des initiatives communales et des initiatives de planification plutôt sectorielles. À Grenoble, la question de la mobilité est un facteur puissant d'émergence d'une pensée stratégique qui d'abord se décline à travers une politique en faveur des transports en commun et des modes dits actifs, et après à travers une articulation avec l'urbanisme. Donc on est dans un système qui fait un peu boule de neige et où les moments de mise en cohérence sont peut-être moins systématiques qu'à Turin. On a 3 plans stratégiques, un plan régulateur général, des projets, on a tous les outils. Notamment, il me semble que ça s'est passé plus au niveau du projet d'agglomération qu'au niveau du SCOT. Le SCOT portant sur un territoire plus grand, parlant du bassin de vie, mais posant des problèmes de gestion politique plus complexes que l'agglomération qui est dirigée par une communauté d'agglomération qui va évoluer vers la métropole. Et donc, il me semble, pour reprendre un autre terme, qu'au niveau du SCOT, on est resté plutôt au niveau d'objectifs, de valeurs partagées, d'un certain nombre de normes, alors qu'au niveau du projet d'agglomération, on est déjà à des orientations de projets qui mettent en relation une stratégie globale avec des projets. Donc, j'essaye de passer au 3e point. Je vais laisser la parole à Natacha. Donc si on imagine que la stratégie, c'est la construction de vision un peu globale, se pose la question de savoir comment on la met en œuvre, comment on l'applique. Et donc les projets, au sens des projets tangibles, ceux qu'on peut voir, ceux qui donnent lieu à des réalisations. La vision, on pourrait dire que c'est une vision projectuelle, mais qu'elle ne débouche pas directement sur des projets. Donc deviennent la modalité de mise en œuvre de cette stratégie. Et donc la question qu'on peut poser, c'est est-ce que des projets exemplaires sont un bon moyen de mettre en œuvre cette stratégie ou s'il faut envisager d'autres types de projets. Merci. Donc ce qu'on a observé au niveau de notre travail, c'est un projet qui s'appelle dans un premier temps le projet Giant, qui va évoluer tout au long de notre observation. Et en fait, on a 3 temps dans notre observation. Le premier temps, c'est cette première diapositive, c'est la découverte. Et quand on a découvert, nous, le projet Giant, on s'est rendu compte qu'au départ, le projet originel de ce projet, c'était un travail qui était fait
par les partenaires du commissariat à l'énergie atomique autour d'une petite partie du territoire de la presqu'île de Grenoble. Et le commissariat, enfin les membres du commissariat à l'énergie atomique voulaient travailler à la constitution d'un MIT, d'un campus de l'innovation avec des caractéristiques d'aménité urbaine. Mais il n'y avait pas plus d'ambition urbanistique forte. Ce travail qui a été mené sur la presqu'île s'est élargi parce que la ville de Grenoble, le conseil général de l'Isère, se sont intéressés à ce projet, et ce projet est devenu un quartier qui devait être un quartier démonstrateur de ce que pouvait être la ville de demain, en utilisant à la fois tout ce qui était innovation technologique en matière de l'énergie qui avait été pensé par le CEA et ses partenaires, et en utilisant aussi un savoir urbanistique de la ville de Grenoble pour finalement essayer de donner corps à un projet de développement durable. Par la suite, ce projet, qui était le projet de la ville de Grenoble, qui se situe donc dans une des branches de l'Y grenoblois et qui appartient à une des polarités du projet d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole, ce n'est pas le seul projet qui existait dans Grenoble-Alpes Métropole, mais c'est celui qui a permis de constituer la première pierre pour que la ville de Grenoble, le Conseil général, Grenoble-Alpes Métropole et d'autres partenaires puissent répondre à l'appel d'offres sur les écocités. À partir du moment où l'ensemble de ces partenaires a compris qu'ensemble, ils pouvaient effectivement construire un projet pour se positionner chacun dans son couloir de course, soit dans un couloir de course métropolitain, soit dans un couloir de course scientifique, industriel, etc., universitaire, il y a eu la nécessité de travailler ensemble et de répondre à cet appel d'offres. Ceci étant, la réponse à l'appel d'offres a fait que les réponses qui ont été développées dans le projet de première pierre de l'écocité grenobloise, qu'on appellera presqu'île pour simplifier, devaient faire l'objet de réalisations rapides. C'était une des premières conditions pour être éligible au programme des écocités, et d'autre part présenter une forte dimension d'innovation technologique. Ce qui explique que dans notre premier temps de l'observation, quand on a découvert ce projet, on s'est posé une première question qui était de savoir est-ce qu'une vitrine technologique suffit à construire une stratégie métropolitaine. Dans un deuxième temps, on est rentré un peu dans une lecture et dans un certain nombre d'entretiens avec des acteurs de Grenoble. Enfin, quand je dis Grenoble, c'est métropole grenobloise, mais ça n'existe pas encore tout à fait, même dans mon esprit de grenobloise. Donc, on a rencontré un certain nombre d'acteurs et là, on a perçu le fait que chacun de ces acteurs, publics ou privés, avait des savoir-faire et finalement un mode d'innovation qui était propre à chacun, et que cela allait donner certainement un certain nombre de singularités à ce projet au regard d'autres projets urbains. Donc, la première caractéristique dans ce projet, c'est son caractère confidentiel. C'est-à-dire que le projet est réfléchi, nous a-t-il semblé au cours de nos entretiens, par un groupe restreint d'acteurs dominants sur Grenoble, que ce soit des acteurs politiques, que ce soit des acteurs économiques, des acteurs universitaires qui appartiennent au triptyque recherche, université, industrie dont Magali nous a parlé ce matin. Le fait que la presqu'île soit un territoire qui a depuis très très longtemps toujours été coupé de l'ensemble du territoire métropolitain grenoblois, et que d'autre part ça soit un territoire très peu habité, a conforté cette confidentialité, et le système d'échange dont nous a parlé Gilles pour la construction d'un consensus est resté relativement faible. Le deuxième point qui nous a frappé dans la compréhension de ce projet, c'est son exemplarité. Le projet est défini comme un démonstrateur et il ne va pas du tout s'appuyer sur un savoir habituel des urbanistes auquel on aurait été plutôt habitué, mais il va se construire à partir d'une culture qui est développée en recherche et développement. On va avoir des innovations urbaines, pas simplement des innovations technologiques, qui vont constituer des briques, et l'assemblage de ces briques va permettre la construction d'un système, une ville post-carbone. L'idée étant qu'à partir de ce prototype dans un premier temps d'îlots urbains intégrés, puis de quartiers urbains durables intégrés, on puisse construire une ville urbaine, une ville durable susceptible
continuer à vivre, même si on est en phase post-carbone. L'équipe de projet de l'éco-cité donc devra être à même d'organiser la transposition du démonstrateur presqu'île aux autres polarités qui, elles, n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que la polarité, que la presqu'île. Les autres polarités sont habitées et elles ont des caractéristiques totalement différentes de ce qu'on peut retrouver sur presqu'île. Enfin, les innovations technologiques sont vraiment majoritaires quand on regarde la présentation de ce projet. C'est une orientation qui répond d'une part certainement à ce qui était demandé dans l'appel d'offres et dans les critères qui étaient fixés par l'État pour le financement des éco-cités. C'est une des premières raisons. Et ça a rencontré une orientation techniciste qui a déjà été longuement développée, et téléphonée donc. Cette orientation scientifique, techniciste que l'on retrouve dans l'économie locale et dans la société urbaine grenobloise et chez les élus aussi, pour le moins de la ville de Grenoble, parce qu'il y a une continuité des ingénieurs à la tête de la ville de Grenoble. Pour chaque champ d'innovation, ce qu'on va observer, c'est qu'il y a une figure qui va correspondre et même dans le document, le dernier document qui est établi sur ce projet d'éco-cité et qui est présenté par Grenoble-Alpes Métropole, c'est la figure de la ville qui est présentée, pas la figure de la métropole. Et donc on parle de la ville sobre pour la gestion mutualisée de l'énergie dans les îlots urbains intégrés et dans les smart grids, la ville apaisée pour une approche globale de la mobilité, la ville nature pour la mise en place ou le développement d'une écologie urbaine, la ville intégratrice pour le développement de la mixité fonctionnelle et de la mixité sociale. Sachant que chacune de ces figures permet aux démonstrateurs de grenoblois de signer son appartenance à la famille des grands projets urbains démonstrateurs. Le troisième temps de notre observation, c'est finalement l'espoir, c'est-à-dire que c'est... Est-ce qu'il peut y avoir un passage de l'exposition d'innovation urbaine à la stratégie métropolitaine? Donc ça, c'est un espoir dans le futur, mais si on se réfère à ce qui a été fait en Allemagne dans les expositions internationales d'architecture, et plus particulièrement dans l'IBA de Berlin qui s'appelait Reconstruction critique, on peut se dire que ce projet Presqu'île, il peut, dans la construction métropolitaine qui est en cours sur Grenoble, initier et rendre concret une stratégie métropolitaine. Ce matin, Magali Talandier, a parlé de l'âme métropolitaine. Pour qu'une âme métropolitaine puisse se développer, il faut qu'il y ait un corps métropolitain, il faut qu'il y ait de la chair métropolitaine. Et ce projet Presqu'île peut donner corps dans ce sens-là à une stratégie métropolitaine. Ensuite, on va observer que sur ce territoire, on a une dynamique qui est lancée par le projet avec des objectifs qui sont clairement affichés et qui permet de rassembler des projets relativement différents en donnant une cohérence et un sens qui va dépasser l'échelle urbaine du quartier. Le temps de réalisation, qui est relativement court à l'échelle urbaine, c'est-à-dire on est dans moins de 10 ans, permet de mobiliser des partenaires sur un temps défini et d'éviter ce que l'on observe quelquefois dans la définition d'une stratégie, c'est-à-dire la perte de mobilisation des partenaires et quelquefois la perte des partenaires. Enfin, on a un urbanisme de projet que j'ai qualifié donc de créatifs et d'expérimentaux, dans le sens où ce sont des expériences pertinentes pour tenter de réduire au maximum l'empreinte écologique des projets. Et enfin, sur ce territoire, on a l'idée d'un chantier laboratoire, c'est-à-dire que à la fois le chantier, à la fois le laboratoire, sur la presqu'île, quittent leur statut de zone interdite au public. Et l'idée, c'est de les ouvrir au public dans un souci de démonstration et de communication au changement. Donc on va avoir des prototypes qui vont être ouverts au public, des prototypes qui peuvent être des prototypes de très grands groupes du BTP, mais le prototype que j'ai choisi, c'est le prototype de l'école d'architecture de Grenoble, développé par des étudiants et qui montre effectivement et qui reçoit du public pour montrer comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un certain nombre d'innovations dans le logement. Voilà. Ah, bravo, merci. Je voulais juste conclure sur deux choses. Donc, en fait, on a montré à travers un exemple qu'on a beaucoup détaillé qu'un projet pouvait mettre en œuvre une stratégie à partir de son côté exemplaire et innovant. Ce n'est pas le seul cas.
On peut évoquer d'autres types de projets qui sont des projets plus classiques. Par exemple, Strasbourg insiste beaucoup sur cette question-là. Il y a d'autres projets qui, parce qu'ils impliquent une diversité d'acteurs, parce qu'ils articulent différentes échelles territoriales et qui mettent en relation une diversité de lieux, apparaissent sans être innovants, sans être exemplaires, comme des exemples particulièrement intéressants de projets permettant de mettre en œuvre une stratégie globale. Alors je voulais juste conclure en 3 mots. Pour moi, projet métropolitain, si on devait me poser la question, c'est d'abord un projet de gouvernement ou un projet de gouvernance. C'est un projet qui décide notamment comment on construit un consensus, un certain nombre d'équilibres entre des acteurs publics, que sont les communes, les instances intercommunales et d'autres acteurs publics, ou au contraire qui essayent plutôt d'ouvrir, donc plutôt un projet de gouvernement, plutôt un projet de gouvernance, et les différents exemples qu'on a développés vont dans ce sens-là. Une stratégie métropolitaine, c'est une vision plutôt globale, partagée, lecture des contraintes et des potentialités, et imaginer les scénarios de transformation possibles. Et les projets urbains, c'est le moyen de mettre en œuvre une stratégie sur des lieux particuliers. Et j'insiste sur le fait que la plupart des projets, y compris ceux qui sont construits aujourd'hui au niveau des agglomérations en France et en Europe, contiennent des projets qui sont des projets plus précis. Et merci de votre attention. Avant de... Non, parfait. Et merci, c'était tout à fait la réponse à la commande, hein, me semble-t-il, Marie-Flore. Avant de vous laisser réagir, juste une remarque, ce qui m'a frappé, c'est que c'est la dimension culturelle qui ressort des enjeux de stratégie quand on les saisit par le prisme des projets. Vous avez insisté explicitement, implicitement sur l'importance d'une vision, mais aussi de moments de partage que les Italiens poussent à l'extrême en le prenant presque au sens littéral, etc. Et voilà, c'est juste un feedback, mais à se demander du coup si les outils d'urbanisme ne doivent pas intégrer cette dimension pour ne pas rester que des outils purement formels, à quelque échelle qu'on les envisage. Voilà, c'était juste une réaction, mais Marie-Flore. Donc j'ai juste une question. Tu as dit, Gilles, pour qu'un projet devienne métropolitain, il faut qu'on soit en mesure de construire un récit. Mais n'est-ce pas le propre de tout projet? En quoi est-ce spécifique au projet métropolitain? Et récit autrement dit, et est-ce que le récit est le propre de la métropole? Non, mais pour le projet métropolitain, c'est ce que tu as dit. Il me semble que les gens qui font de la science politique posent le problème comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire que quelque chose qui serait métropolitain, ce serait quelque chose qui serait capable de construire une stratégie d'ensemble en même temps que de projets particuliers, de construire une interrelation entre le projet particulier et la stratégie globale, et qui serait aussi capable de construire un processus qui soit partagé avec d'autres acteurs que les acteurs politiques sur cette question-là. On a fait ça renvoie aussi à des idées du développement économique. Par exemple, moi je pense que les développements technopolitains aujourd'hui sont trop fermés sur des clusters, et qu'une des façons de sortir du cluster pour aller à quelque chose qui serait plus une ville créative, ça suppose d'élargir le débat entre les acteurs sociaux et d'élargir les scènes de débat qui permettent de construire ce projet.